question qui m'a été adressée, c'est relativement aux travaux du BRT et les inondations. Il faudrait d'abord expliquer la pertinence du projet BRT en corrélation avec le projet DR. Vous savez, le BRT, ce sera 3000 personnes. Ce seront 3000 personnes qui vont emprunter le BRT. 300 000 personnes. Et le TR, c'est 150 000 personnes qui vont emprunter le TR. Et cela, il faut mettre cela en corrélation avec, si on n'avait pas ce projet, qu'est-ce que ce sera Dakar et sa banlieue? Vous savez, la région de Dakar, c'est 0,25% du territoire national et c'est une région qui engrange beaucoup de population. 0,3% du territoire et 25% de la population. C'est énorme. Et de ce point de vue, rappelons-nous qu'il y avait une étude de la Banque mondiale. À l'époque, c'était en 2008, et qui avait chiffré les pertes dues aux embouteillages à 108 milliards. Attends, 108 milliards. Et cette étude avait fait une projection, effectivement, de 2008 à une dizaine d'années après, il y aurait plus de 2000 milliards de pertes. Cela pose problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si nous comparons les coûts du TER et du BRT, c'est vraiment en deçà de cette carte. Donc, une fois que ce BRT sera en place, couplé avec le TER, nous aurons réglé énormément de problèmes de mobilité urbaine pour la région de Dakar. Ça, il était nécessaire de le dire pour montrer la pertinence de ce projet. Maintenant, il est évident que pendant la période de mise en œuvre de ce projet, il y aura des désagréments. C'est normal. Et ce n'est pas propre seulement au Sénégal, c'est propre dans tous les pays au monde. Chaque fois qu'il y a de grands travaux, le temps que ces travaux se terminent, il y a des désagréments pour les populations. Évidemment, pendant l'hivernage, les travaux du BRT ne seront, pour cet hivernage-ci, les travaux ne seront pas terminés. Donc, il se pourrait effectivement qu'il y ait des difficultés pendant cette période. Mais juste après, quand ce BRT les travaux vont se terminer, évidemment, il y aura une nette amélioration en ce qui concerne le déplacement des personnes, notamment de la banlieue, Guédiawaye vers Dakar. Donc là, il est important de le noter, pendant la période, effectivement, où il y aura des travaux en même temps que l'hivernage, il peut y avoir des difficultés, mais rassurer également que le gouvernement, et particulièrement le ministère de l'eau et de l'assainissement, évidemment, ce ministère est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour atténuer ce désagrément lié aux inondations et lié aux travaux, effectivement, du PR. Donc voilà les deux questions qui m'avaient été posées. Maintenant, comme nous avons l'habitude de le faire, nous reprenons les réponses de mes collègues en Wolof pour revenir là-dessus. Nous allons, il reste 5 journalistes qui n'avaient pas encore posé leurs questions. On termine cette série de 5 et après maintenant, on va faire une réponse globale. Donc, je donne la parole à Koumba Sandiane Faye, de RFM. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai une question.
La première au ministre des Finances. L'État a déjà respecté ses engagements par rapport à la dette de l'année dernière concernant toujours l'acte de commercialisation avec les monnaies. Mais ça reste 15 milliards, donc prévu d'être payé au mois de juin. Est-ce qu'avec cette crise qui touche tous les pays, y compris le nôtre, et bien évidemment, il a fallu qu'il observe ce mot d'ordre pour que l'État décaisse les cartes. Est-ce que l'État pourra donc payer les 15 d'ici au mois de juin? Par rapport au ministre de l'Éducation nationale, des efforts ont été faits par l'État du Sénégal, des efforts considérables qui ont été même généralisés pour d'autres corps. Donc tout le monde reconnaît. Et certains disaient que c'est une première dans l'histoire entre État et syndicats d'enseignants. Mais il n'est pas nécessaire de faire des clauses, des garde-fous. Dire que, OK, on va payer, on va respecter le protocole, et d'ici 10 ans, 5 ans, plus de grève. On ne va plus accepter à ce que le système soit. Voilà, il n'y a plus de mot d'ordre d'ici 10 ans, 5 ans. Pour au moins récompenser ces efforts avec ces augmentations considérables, importantes. Et par rapport au lycée d'excellence des Gouvernements, toujours le ministre de l'Éducation nationale, il y a des parents d'élèves qui sont sortis pour dire qu'ils souhaiteraient à ce que les élèves continuent de passer toujours l'examen du baccalauréat au niveau des académies d'origine. Donc, quelle réponse donnerez-vous par rapport à ça? Maintenant, par rapport au dossier Naoumi, donc au recrutement dans la fonction publique, je ne sais pas si vous répondez la question au ministre des Finances ou de la formation professionnelle. Donc, dans le cadre du programme Naoumi, chaque ministère avait une quota. Les listes ont été déposées bien avant les élections locales au niveau du ministère de la fonction publique. Dans les coûts. Et au porte-parole du gouvernement, par rapport aux travaux du BRT, et des désagréments, un peu partout. Les câbles de la Sonatel endommagés, les tuyaux de la SDO endommagés. Est-ce que c'est parce que les études de terrain n'avaient pas été faites? Pourquoi tous ces désagréments? Merci à vous. La parole à M. Cheikh Diagne, chronique Avec deux questions à poser. La première question, c'est pour le ministre de l'Emploi. C'était par rapport à votre programme Crédit. Lors de vos différents ateliers pour l'emploi, on a constaté que si on discute avec l'ONFP, ils ont dit que souvent ils ont des problèmes de moyens. Et ces problèmes de moyens, c'est dit que parce qu'ils ont un problème de budget. Le budget a été bloqué. En tant que ministre de tutelle, est-ce que vous êtes au courant du blocage de ce budget? Si oui, le pourquoi? Ma seconde question, c'est pour le ministre des Finances et du Budget. Monsieur le ministre, on sait que avec le marché actuel, on a constaté que les prix de carburant ont connu une hausse dans les différents pays de la CEDEAO, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais le constat est que si on fait un peu au niveau de la Côte d'Ivoire, on a constaté une hausse de 40 francs CFA au niveau de la Côte d'Ivoire, selon les chiffres du ministre de la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la Guinée, il y a une hausse de 20%. Par contre, si on vient au Sénégal, on a constaté une hausse de 115 francs CFA. Pourquoi c'est une spéciale au Sénégal, constaté à la Côte d'Ivoire, à la Guinée? Même si on constate qu'il y avait aussi une subvention de l'État et la FMI avait demandé à ce que cette subvention s'interrompe de manière immédiate. Pourquoi c'est aussi cher au Sénégal par rapport à la Côte d'Ivoire et au Guinée? Merci. Merci beaucoup. M. Aliou Sek, Muslim TV.
Bonjour à tous. Alors, j'ai deux questions. La première question va à l'encontre de M. Mamadou Talla. Alors, dans le budget du gouvernement, nous tous nous constatons que le secteur de l'éducation est le secteur dans lequel vous avez beaucoup investi. Et malgré tous ces investissements, il y a toujours les mots qui reviennent. Alors, par rapport à cela, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements liés entre les professeurs et le gouvernement? Ou bien aussi, ce problème pour se résumer en quelque sorte comme un fléau qui ne peut jamais apporter des solutions. Voilà, pour la deuxième question, ça va à l'encontre de M. Dambo Diop. Alors, la jeunesse sénégalaise est toujours courbée sur le poids du chômage. Et concernant les 450 milliards que vous avez investis, vous vous dites que vous êtes satisfait sur les réalisations apportées. Mais alors, est-ce qu'on peut s'attendre à plus de progrès sur la formation professionnelle et aussi des solutions d'ici 2024? Merci. Merci beaucoup. M. Lamine Guédou. Bonjour à tous, chers ministres, bonjour. Alors, moi j'ai trois questions à poser. Toutes mes questions vont à l'encontre du ministre de l'Éducation. Alors, ma première question est, même si que certains de mes confrères ont marché sur ma langue, je vais essayer de reformuler la question. Monsieur le ministre, nous avons constaté que depuis 2012, avant que le président de la République n'accède au pouvoir, il y avait toujours des problèmes dans le secteur d'enseignement public. Dans sa campagne en 2012, le président de la République avait promis d'apporter des solutions définitives une fois élu. Et là, il est à son deuxième mandat et jusqu'à présent, ce problème n'a été jusqu'à présent réglé. Est-ce qu'il y aurait-il un moyen de régler ce problème une bonne fois pour toutes? Ma deuxième question est comment aider les grandes villes comme Dakar, Mbour, Thiès à se débarrasser des effectifs pléthoriques dans les établissements publics? Ma troisième est pourquoi le recrutement des enseignants ne se fait plus? Ou bien si ça se fait, c'est juste un petit nombre que vous allez prendre, tout en sachant qu'il y aurait toujours un déficit d'enseignants. Il y en a des enseignants qui partent en retraite aussi sans être remplacés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Kalidou Amidou Dia, de Fulbe TV. Merci. C'est Khalidou Amadouba de la radio-télévision Fulbe International. Bonjour à tous. Ma première question s'adresse à vous, monsieur le porte-parole, ministre et porte-parole du gouvernement. C'est concernant l'hivernage. Est-ce que l'État du Sénégal a déjà pris les devants pour éviter le syndrome des inondations de l'année dernière? Avant-hier, on a vu les populations de Kermassa sortir et faire une marche pour exiger la finalisation des travaux de canalisation pour ne pas vivre ces difficultés comme l'année dernière. L'autre question va à l'encontre du ministre de l'Éducation. À quand la fin du bras de fer entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal? On a vu que beaucoup d'acteurs de la société civile qui s'activent dans le secteur de l'éducation demandent que les autres mots du système éducatif sénégalais soient mis devant pour qu'on puisse les solutionner. Alors qu'au lieu de, à chaque année, vraiment les querelles, les bras de fer entre enseignants et le gouvernement du Sénégal. L'autre question, c'est à l'encontre du ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo.
C'est concernant la hausse, l'inflation généralisée des prix, cumulée aussi avec la hausse et la revalorisation salariale des agents de l'État. D'après certains économistes, cela pourrait porter mal à notre économie. Quelles sont les assurances que vous avez à nous faire pour vraiment nous édifier sur cette question ou bien cette préoccupation des économistes concernant la question de l'augmentation des prix aussi, de la revalorisation salariale qui pourrait porter un coup à notre économie nationale? Merci. Je vois qu'il y a trois intervenants. Respecter la parité. Je pense qu'on va prendre donc la liste des derniers intervenants. Et comme ça, nous allons apporter donc les réponses. Vous présentez Mamadou Bahé Ndiaye. Attendez un peu. L'As quotidien. Ensuite, Abdoulaye Wanyanga. Attendez un instant. Wanyanga. Quel organe? DTV. Shamsuddin Sané. Shamsuddin Sané, quel organe? Ensuite, on va vers là. Bayan Kor. Radio Red FM. Agence France Presse. Ibrahima Khalil. Africa 7. Très bien, donc nous allons donner la parole à Mamadou Bahé Ndiaye de la Société. Bonjour, monsieur le ministre. J'avais juste une question par rapport au ministre de la Formation professionnelle. C'est sur la loi d'orientation de la protection et de la promotion des handicapés. Par exemple, dans l'article 23, il est dit que par rapport aux personnes handicapées, il y a un quota par rapport aux postes de formation, aux postes dans les formations professionnelles. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pris en charge? Parce qu'on a entendu M. Serigne Gueye, qui est le coordinateur du mouvement des handicapés diplômés, tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Par rapport au, au plan d'urgence prévisionnel, est-ce que vous avez pris en charge ces couches vulnérables qui représentent 15% de la population quand même? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye Wanyanga, DTV. Bonjour. J'avais deux préoccupations, voire trois. Je vais démarrer d'abord avec le ministre en charge des collectivités territoriales. C'est relatif donc aux inondations. Monsieur le ministre, les collectivités territoriales, nous savons tous, n'ont pas la gestion des inondations, mais elles sont les premières à être interpellées par rapport à cette situation. Aujourd'hui, est-ce que l'État est dans les dispositions de permettre à ces collectivités territoriales de pouvoir obtenir les moyens qu'il faut pour lutter contre ces inondations? La deuxième question est relative à la crise ukrainienne. Et ça, c'est le ministre en charge du budget
que je vais poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des garanties par rapport à cette crise pour que le Sénégal puisse résister financièrement avec vos partenaires donc, de la communauté internationale? Et la troisième est relative à l'éducation nationale. Monsieur le ministre, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez évoqué la question des abris provisoires, mais nous avons le regret de constater qu'au Sénégal, au plus profond des villes et villages qui sont dans le pays, qu'il y a des établissements qui sont confrontés à ce problème, malgré les efforts qui sont consentis par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, quelle est la stratégie nouvelle que vous proposez pour pouvoir mettre un terme à ces genres de problèmes dans le système éducatif? Merci. Merci beaucoup, M. Samsidine Saleh de Karachi. Bonjour, Monsieur le ministre, et bonjour, l'assistance. J'ai quelques préoccupations. La toute première préoccupation, heureusement, a été posée et prise en charge. C'est mon confrère Gaston Massali qui a posé cette question. Je ne vais pas revenir sur cette question. Mais j'ai deux autres préoccupations à poser. Elles sont plus précisément concernées par le ministre des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, il y a des cités qui pullulent dans le fisc derrière la marine française, que vous connaissez bien, bien sûr, mais ils sont en tout cas confrontés à des problèmes d'aménagement du territoire et les habitants qui ont acheté en tout cas des titres fonciers pour certains et d'autres ils ont en tout cas acheté des terrains, mais le véritable problème c'est pendant l'hivernage ils souffrent énormément à cause des eaux stagnantes et des inondations. Qu'est-ce que l'État a en tout cas compte faire pour solutionner ou bien venir à bout de ce problème-là qui empêche à ces Sénégalais-là qui ont en tout cas beaucoup investi afin qu'ils puissent vivre dans la quiétude, surtout en période hivernale. La deuxième question, toujours le ministre des collectivités territoriales. Nous qui sommes nés dans les régions, il y a beaucoup de villes aujourd'hui ou communes qui sont encerclées par d'autres collectivités territoriales. Je donne l'exemple de Oussouye, l'exemple de Ziguinchor et tant d'autres, bien sûr, exemples, qui aujourd'hui, ces collectivités locales posent en tout cas un veto à ces communes-là qui veulent s'agrandir, mais malheureusement, ces collectivités locales-là posent problème parce qu'ils disent que voilà, ces villes-là, quand ils doivent s'agrandir, c'est leur terre, c'est leur territoire qu'ils vont occuper. Donc, il y a déjà un litige entre ces collectivités territoriales et ces communes. C'est l'exemple de la commune de Oukout et la commune de Oussouye. J'en avais posé la question l'année dernière au directeur de l'ANAT qui est ici présent, que je salue au passage. Je l'avais posé cette question et il m'avait fait comprendre qu'il y a une étude, en tout cas sur l'aménagement du territoire qui était en cours et le document est prêt. Maintenant, mon problème, c'est où en est l'État, en tout cas dans l'exécution de cette étude, où c'est le décret de faisabilité qui tarde et qu'est-ce qui, en tout cas, qui retarde ce décret. Merci beaucoup, c'était une de préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur Bayan Kor. Madame, excusez-moi, Madame Bayan Kor, de Radio Économique, Trade FM. J'avais des préoccupations. Des préoccupations et je m'adresse au ministre des Finances. Donc, c'était par rapport à la politique de subvention. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'énergie avec une subvention qui a été prise en charge dans la loi rectificative. Et vous avez annoncé même ou bien évoqué la somme de 300 milliards. Mais on sait que ces subventions
ont été quand même dénoncées par le FMI et même certains économistes sénégalais qui pensent qu'elles n'étaient pas favorables à l'économie. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire exactement concernant ces subventions qui devraient, selon eux, être axées plus sur le produit que sur le secteur, par exemple, parce que ça pourrait profiter, entre guillemets, à des bons ayants droit. Bon, la deuxième question, c'est toujours concernant ces subventions, mais par rapport à l'efficacité. Je donne l'exemple de ce qu'on est en train de vivre actuellement, parce que ça concerne ces subventions aussi les denrées alimentaires. On a constaté ces derniers jours une hausse généralisée des produits de grande consommation. Je vais juste donner l'exemple du Nescafé Stick, qui le dimanche coûtait 25 francs, et le lundi coûte subitement 50 francs. Donc, qu'en est-il de la surveillance même des prix? Parce que quand même, quand ça prend ces proportions, c'est quand même inquiétant. J'aimerais savoir vraiment, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites par rapport à la surveillance des marchés, mais aussi à la surveillance des prix, pour que ces subventions-là ne soient pas vaines, pour que ça arrive même aux populations. Merci. Merci beaucoup, madame. Je Malik Rohiba de l'AFP, l'Agence France Presse. Je vais rebondir sur une question esquissée par ma consoeur pour poser une question sur deux axes. Est-ce qu'il y a une étude sur l'efficacité des politiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement? Parce que quand on parle, par exemple, de subventions, est-ce que réellement c'est ressenti par les populations sur le terrain? Également, quel est le niveau de satisfaction des populations par rapport aux politiques que vous préconisez? Une autre question sur l'impact de l'embargo contre le Mali sur l'économie sénégalaise. Une troisième question, toujours adressée au ministre de l'économie et des finances, qui a annoncé un déficit budgétaire prévisionnel de 6,23%, ce qui équivaut à 1,4% du PIB. Je ne sais pas, 1,6% du PIB. Je ne suis pas fort en mathématiques, mais j'ai fait les calculs tout à l'heure, ça devrait tourner autour de 240 milliards de francs CFA. Où allez-vous chercher ces 240 milliards? Bon, c'est vrai que le pacte de convergence de l'UMOA n'est plus de mise depuis le Covid. Je dis le Covid, parce qu'on a fait, on continue de parler du Covid au masculin. Est-ce que c'est tenable à long terme? Parce que c'est une crise qui est encore là, malheureusement, je ne sais pas, devant nous. Est-ce qu'avec ce niveau de déficit budgétaire, le Sénégal sera en mesure de mettre en œuvre les investissements structurants du PSE? Parce que dans le PA 2 ans, qui a été produit en 2020, il était indiqué qu'avec un déficit de 6,1% du PIB, ces investissements structurants du PSE sont menacés. Et maintenant, vous en êtes à 6,23%. Ce sont les questions que je vais adresser au ministre Abdoulaye Diallo. Maintenant, deux autres questions au ministre porte-parole du gouvernement. J'aurais bien voulu que le ministre de l'Intérieur soit là pour lui poser la question de savoir si la manifestation prévue vendredi par l'opposition va être autorisée. Une deuxième question par rapport à des informations qui ont circulé dans la presse depuis vendredi. Est-ce que réellement des rebelles de MMDC ont été arrêtés vendredi en rapport avec la manifestation prévue par l'opposition? Une troisième question, c'est vrai que je suis dans la presse internationale, mais je n'en reste pas moins solidaire de la cause de mes confrères sénégalais. Pourquoi cette propension du président Macky Sall à parler à la presse étrangère dont je fais partie au détriment de la presse locale? On aimerait bien, mes confrères aimeraient bien là-bas, ici au Sénégal, à Dakar, lors d'une conférence de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Ibrahim Khalid Dien, Africa 7.
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, chers confrères. Comme j'ai l'habitude de le dire tout le temps, c'est toujours un plaisir d'être face à notre gouvernement pour pouvoir poser les questions que les populations se posent à la base, malgré qu'ils n'ont pas accès à vous, elles du moins. Voilà, donc ma première question s'adresse bien sûr à monsieur le ministre des collectivités territoriales. Nous sommes en plein hivernage et depuis quelques années, on est habitué maintenant au plan Orsec. Des milliards engloutis dans les eaux et cela n'empêche pas que des inondations perdurent tout le temps dans ce pays. Je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur une situation. Je pense que ce serait plus objectif, même je dirais, de réfléchir sur peut-être une gestion des eaux. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que le Sénégal fait partie des pays où la pluviométrie est la plus faible en Afrique. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on puisse tout le temps vivre des inondations, et notamment à Dakar. Là, j'en ai parlé avec l'ingénieur. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'au Sénégal, ce n'est pas un problème de pluviométrie, ce n'est pas aussi un problème de canalisation, mais c'est un problème de gestion de l'eau. Car selon lui, la nappe phréatique, notamment à Dakar, n'est plus utilisée. Donc, l'eau nous vient de lac de Guerre. Du coup, cette nappe phréatique a connu une hausse, et une fois qu'il y a des pluies, on constate automatiquement une inondation. Et au lieu de prendre cette eau-là, de la drainer, essayer de l'utiliser à des fins agricoles, on revient tout le temps avec la même situation, avec vraiment des canalisations. Là, j'aimerais juste savoir, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas le moment véritablement de réfléchir sur la gestion de l'eau et de mettre un terme à des canalisations qui, à vrai dire, ne règlent toujours pas le problème et que l'on puisse finalement échapper donc au plan Orsec qui nous coûte très cher chaque année. La deuxième question, c'est pour le ministre de l'économie et des finances, ou bien je dirais le gouvernement d'une manière générale, avec la flambée des prix. On a vu que l'huile coûte très cher actuellement au Sénégal. Et pourtant, le ministre de l'Agriculture n'arrête pas ces années de nous parler d'une rentabilité extraordinaire, notamment de la filière arachide. Je trouve un petit paradoxe de pouvoir produire de l'arachide, pouvoir également avoir de l'huile, mais à chaque fois c'est le même problème qui revient. Et là, ce que je voudrais savoir, c'est quoi le rôle de la Sonacos? Ou bien si cette société est en faillite, vous ne le dites, si cette société n'est plus capable d'approvisionner le marché sénégalais en huile, vous ne le dites également. Et voilà. Donc la troisième et dernière question, c'est M. Dabdou. Monsieur le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, nous avons constaté quand même des avancées, surtout avec l'arrivée des pôles emploi. Nous pouvons vraiment dire que nous avons constaté vraiment des efforts qui ont été faits. Il faut oser le dire aussi, parce que j'ai souvent l'habitude de donner l'exemple du pôle emploi de Rufisque, qui fait un excellent travail. Mais moi, je trouve que ces pôles emploi n'ont pas assez de moyens. Et je pense que leur travail devrait être élargi pour qu'ils puissent, à vrai dire, aller au sein des universités, pourquoi pas rencontrer des étudiants qui sont là, qui, à vrai dire, n'ont plus d'ici et qui bientôt vont donc rapprocher et aller combler encore ou bien augmenter le nombre de chômeurs. Et une dernière question, toujours pour monsieur le ministre de la formation professionnelle, dans le cadre de Réunion 3000 policiers auxiliaires ont été recrutés. Monsieur le ministre, ces policiers, après avoir constaté qu'il y a eu une augmentation de salaire pour leur père, ils sont toujours restés avec leurs 90 000 francs qui, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, parce qu'étant des agents de terrain, des agents qui sont donc dans les rangs du groupement mobile d'intervention, et on sait très bien ce que cela fait, c'est une grande peine de travail au GMI. Ces gens-là, depuis quelque temps, sont en train de revendiquer, de parler en douce, même s'ils n'ont pas la possibilité de faire face à la presse. Ils ont des soucis. Est-ce que réellement des jalons sont mis en place pour véritablement essayer de revoir les salaires de ces auxiliaires de police qui actuellement, je vous le dis, sont
sont dans une situation vraiment très, très, très délicate, et malgré qu'ils ne peuvent pas donc faire des sorties médiatiques. Donc, en gros, voilà les préoccupations que je voudrais partager avec vous, et vous remercie encore une fois de votre attention, et merci également aux confrères qui sont sur place. Merci beaucoup. Donc, nous allons apporter les réponses posées par les journalistes. Je voudrais donner la parole au ministre des Finances et du Budget pour répondre aux questions qui lui sont adressées. Merci beaucoup, Omar. Voilà. Merci. Je commencerai par la question de Adam Mukumbo Sagnan-Faye. Il faut bien comprendre qu'elle est sérieuse. Je tiens à vraiment la rassurer qu'il n'y aura pas de pénurie de pain, encore moins d'augmentation du prix. Vraiment, cher Kumba, il faut vous rassurer. La question des boulangers, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, a une histoire. L'année dernière, pour les 3 derniers mois de l'année, nous étions rencontrés à la suite d'une constatation d'un début d'augmentation du prix du blé à déclencher. Je rappelle que ce prix déjà a été bloqué depuis bientôt 3 ans. Et le sac de farine, à l'époque, tournait autour de 16 500. Le blé aux alentours de 18 000, ce n'est plus possible. Donc, il fallait justement travailler à voir comment appuyer davantage la filière. Sur cette base, effectivement, on s'était accordé à payer un différentiel de prix de l'ordre de 4 milliards de francs CFA. Effectivement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, je prenais l'ordre de paiement dans la journée, donc ce sera une difficulté de dépenser. En plus de cela, nous nous étions entendus sur un niveau de stock de 180 000 tonnes, c'est-à-dire un stock pour 6 mois. Parce que nous avons une consommation moyenne de blé de l'ordre de 60 000 tonnes, donc le mois, sur les 6 mois, effectivement, donc on devrait être à peu près, pour les 3 mois du moins, 3 mois, on devrait être effectivement à 180 000 tonnes. Lorsque nous avons fait la réunion avant-hier, on a dit, nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a à peu près 150 000 tonnes déjà importées et transformées, pour lesquelles le montant de la subvention à accorder tournait autour de 11 milliards. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il reste 30 000 tonnes, effectivement, à confirmer d'ici la fin de la période. Et donc, ce sont ces 30 000 tonnes qui devraient se traduire par encore un effort de l'État de 4 milliards, ce qui ferait donc les 11 milliards plus les 4 milliards, ça fait 15 milliards. Que nous nous sommes engagés à payer, je le confirme, au plus tard le 10 juillet. Et c'est pourquoi on s'est donné rendez-vous aux alentours de cette date pour justement apprécier le niveau et la situation de la filière de façon générale. Parce que nous avons bon espoir que d'ici là, nous trouverons des solutions pour en tout cas avoir le blé à un niveau beaucoup plus accessible que le prix actuel. Si cela n'est pas le cas, en tout cas, on verra les éléments d'ajustement et c'est pourquoi on s'est donné rendez-vous pour apprécier globalement la situation. Mais comprendre que fondamentalement, cette politique de subvention est un des marqueurs du président de la République. C'est une politique d'inclusion importante parce que simplement, nous pensons qu'il n'est pas possible en l'État de répercuter le niveau réel des prix au niveau des populations. Si je viens sur le cas, par exemple, du carburant, on l'a rappelé tout à l'heure et je reviendrai sur les comparaisons. Donc, on nous a fait dire effectivement que nous avons une augmentation de 115 francs. Et 115 francs sur le litre du super qui était de 775, donc qui est passé à 890, effectivement, donc c'est une augmentation de 115. Mais si vous faites le rapport, effectivement, c'est 15% d'augmentation. Comparé à certains pays, vous l'avez vous-même cité, le Mali, super 15% d'augmentation, gasoil 28% d'augmentation, la Côte d'Ivoire 13% d'augmentation sur le super, le Togo 18% d'augmentation, 16% pour le gasoil, le Bénin n'ont pas touché au super, c'est un peu une politique, disons, dans le cadre de la lutte contre la déforestation. Donc, ils ont des obligations vertes, c'est un engagement réel que ce pays-là a pris et c'est pourquoi ils n'ont pas touché au prix du super.
Mais contrairement à cela, le carburant a connu une hausse de 11%. Du gasoil, autant pour moi, et le pétrole lampant, bien sûr, 28%. Bien sûr, ils ont été même jusqu'au niveau de l'augmentation donc, des prix de l'électricité. La Guinée-Bissau, c'est vrai, 2% pour le super, mais aussi 14% pour le gasoil. Donc, les hausses sont là, sont constatées. Si nous devions au Sénégal pratiquer la vérité des prix, je vous dis aujourd'hui que le prix du super réel sur le marché, il nous coûte 1068 francs CFA. 1068 francs CFA, donc super, comparé, non, 1168, comparé donc au niveau du prix actuel, bien évidemment, donc, on se rend compte qu'il y a quand même un effort réel qui est fait à ce niveau. Et malgré cela, nous travaillons à avoir effectivement donc une subvention qui sera de 292 francs CFA sur le prix du super. Une subvention encore. Si ce n'était pas le cas, le prix serait, comme je l'ai rappelé, à ce niveau-là. Pour le gasoil, le prix est maintenu en l'état. Comme je l'ai dit, la conséquence de l'augmentation d'un prix de gasoil, c'est immédiatement une hausse généralisée des prix au niveau de l'économie. Le transport sera impacté, les facteurs de production seront impactés, et de façon générale, il y a une hausse globale à ce niveau. Les productions, les boulangeries, tout ce qu'il y a donc pour rassurer combat, à ce niveau-là aussi, il n'y aura pas de hausse. Ce qui fait que nous avons décidé de maintenir le prix du gasoil donc en l'état. Or, ce gasoil, il nous coûte à 1068 francs le litre. Je dis bien 1068 francs le litre, rapporté aux 655 actuels, effectivement, ça dégage une subvention de l'ordre de 413 francs CFA. C'est globalement 63% de subvention que l'État fait sur ce produit-là. Je pense qu'il faut quand même qu'on comprenne qu'on ne peut pas, de façon absolue, aller vers une vérité des prix. Ce n'est pas possible. Les ménages sénégalais ne peuvent pas supporter cette situation. Globalement, comme je l'ai rappelé tout à l'heure en début de rencontre, la situation elle est particulièrement difficile pour tous les pays. Vous voyez, il faut voir les pays qui, à l'époque, ne connaissaient même pas des niveaux d'inflation de l'ordre de 2-3%. Moins, ils sont aujourd'hui à des niveaux de 8, 9, voire 10% d'inflation. Comme je l'ai dit, rien que l'appréciation du dollar par rapport à l'euro, qui est de 25%, fait que, obligatoirement, les prix ont tendance à augmenter. Deuxième élément, le super, il passe aussi une moyenne de 75 $ aujourd'hui à 110 $, 115 $. Deuxième élément, donc augmentation obligatoire. Troisième élément, c'est le transport. Ce sont les tankers, mais aussi ce sont les conteneurs. Si enfin, il y a une rareté des conteneurs, vous l'avez vu, demandez à tous les importateurs sénégalais, mais ils diront effectivement que le prix du conteneur a été multiplié par 3. Donc, tous ces éléments, en plus maintenant de la rareté même de ces produits, fait que naturellement les prix ne peuvent pas à l'achat être au niveau dans lequel ils étaient avant justement donc ces produits-là, avant donc cette situation difficile. Ce qui fait que naturellement la hausse elle est là, elle est constatée. C'est pourquoi nous avons en tout cas pris le pari de subventionner. Pour le moment, ce qui est possible de le faire, et c'est ce qui a été fait, on a été quand même rattrapé par la vérité aussi. L'économie, c'est de la réalité, c'est pas autre chose. On ne peut pas faire dans la psychologie. L'on s'est rendu compte que si on ne fait rien, par exemple, au niveau du carburant, il y aura un effet d'éviction tel que l'essentiel de nos subventions risque d'aller au niveau de l'énergie de façon générale. Parce que je l'ai rappelé, c'était 150 milliards de prévus en début d'année. À la fin du mois de mai, la totalité de ces 150 milliards a été consommée dans le cadre exclusivement de la subvention des prix à l'énergie. On est à 7 mois de la fin de l'année, ça veut dire qu'au minimum c'est 150 milliards, et ça c'est un référentiel par rapport au prix de 75 $ du baril. Aujourd'hui on est à 115 comme je l'ai dit, donc c'est 500 milliards au minimum. Si on ne fait rien, la totalité de ces subventions donc, on va aller à ce niveau-là, alors qu'il faut soutenir quand même, continuer de soutenir les denrées de première nécessité, les chiffres subventionnés 157 milliards. C'est une nécessité. Donc, la situation, elle est certes très difficile, c'est vrai, mais nous pensons effectivement que l'État a les moyens quand même de continuer à faire face à cela. Parce que simplement, il s'agira de réajuster un certain nombre de dépenses, surtout des efforts incommensurables au niveau des dépenses de fonctionnement,
qui font que nous sommes obligés de prendre une partie à ce niveau. Pour le moment, nous ne touchons pas aux investissements parce que nous gardons à limite aussi nos taux de croissance, ce qui est important. Et donc, c'est au niveau de nos dépenses de fonctionnement que nous ferons des efforts pour davantage, et les recettes fiscales bien sûr, pour davantage continuer donc à supporter les ménages sénégalais dans cette période particulièrement difficile. Le FMI, j'ai entendu un mot pour répéter même la question, simplement que le FMI nous a demandé de cesser immédiatement les subventions. C'est impossible, on ne peut pas cesser des subventions. D'ailleurs, la preuve est que nous sommes en train de parler de subventions. Encore, je vous rassure que le FMI, nous avons un partenariat, disons, particulièrement fécond, mais surtout basé sur le respect des orientations et des politiques définies par l'État du Sénégal sur la base effectivement des orientations du président de la République. C'est le président de la République qui définit les orientations de la politique économique. Le FMI ne peut pas nous faire des injonctions par rapport à notre politique, c'est impossible. Nous avons des rapports de partenariat. Je le dis tout haut ici, Radio France, tout ce que vous voulez, mettez-le, je le confirme. Aujourd'hui, nous avons un programme avec le Fonds monétaire, un programme que nous avons voulu. À l'époque, on avait un instrument de soutien de la politique économique, pour ceux-là qui sont un peu plus âgés peut-être pour comprendre les conditions dans lesquelles cette politique a été arrêtée, donc a été mise en place. Maintenant, nous sommes passés à une autre étape qu'on appelle l'instrument de soutien à la politique économique. Donc, l'instrument de coordination à la politique économique. L'instrument de coordination, c'est-à-dire que nous coordonnons en fait les activités et la vision par rapport à la mise en œuvre de nos politiques. Donc, c'est des suggestions souvent qu'ils font. C'est effectivement, donc, ce sont nos partenaires techniques et financiers. Naturellement, donc, ils peuvent effectivement nous aider à avoir à prendre les bonnes décisions. Mais dans tout état de figure, les décisions par rapport aux politiques publiques, elles sont de la responsabilité totale, unique et exclusive du président de la République du Sénégal. Il ne faut pas faire autre chose. C'est à la suite d'une simple constatation de la situation particulièrement difficile qui sera intenable. Et si aujourd'hui la situation, à la limite, venait à se régler, peut-être qu'on baisserait le niveau du prix, pourquoi pas, à Dieu ne plaise. Mais pour le moment, le constat a été qu'il faut faire des réajustements. Sûrement, on fera encore des efforts à ce niveau-là. Mais comprenez en tout cas que nous sommes résolument déterminés à continuer à soutenir les ménages sénégalais dans la limite de nos possibilités budgétaires. L'on a posé la question sur le déficit budgétaire. Je dis encore que les finances, effectivement, elles tiennent bon pour le moment. En tout cas, nous sommes à un niveau de résilience particulièrement important. Heureusement qu'il y a eu effectivement donc, ce plan rappelé tout à l'heure, de résilience économique et sociale, de presque 1000 milliards qui a fait que nous avons pu soutenir non seulement les ménages, mais aussi l'activité économique de façon générale. Et ce qui a fait que l'État du Sénégal a fait partie des exceptions en taux de croissance en 2020. C'est important. Sinon, on serait dans une déflation, une récession, c'est-à-dire donc avoir un taux de croissance négatif, ce qui n'a pas été le cas pour le Sénégal. Et nous continuons effectivement à avoir cet objectif de toujours continuer à performer malgré effectivement donc, la situation particulièrement difficile donc, que vit le monde au niveau économique. Et pour cela, effectivement, donc, nous travaillons en toute responsabilité pour continuer, disons, de travailler dans ce sens-là. Donc, nous résisterons autant que nous pourrons. On continuera de faire des efforts au niveau de la mobilisation de nos recettes. Nos partenaires, effectivement, nous appuient beaucoup. Ça aussi, c'est l'occasion de les remercier, surtout la Banque mondiale, le Fonds monétaire. C'est quand même des appuis, disons, particulièrement importants. En plus, bien sûr, de nos partenaires traditionnels, l'AFD, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement, donc tous ces partenaires qui nous appuient donc, dans nos différents projets d'investissement. Une autre question, dans la même situation, hausse des prix, revalorisation des salaires. Comme je l'ai dit, en fait, tout se tient à vérité. Cette hausse des salaires, je l'ai rappelé dans le cadre de la loi de finances rectificative. Quand on a dit qu'il nous faut 500 milliards, 500 millions de nouveaux besoins réalisés, et pour lesquels il faut chercher les financements, je l'ai rappelé tout à l'heure, nous avons travaillé sur 3 paramètres. Donc, il faut chercher ces 500 milliards. 1. Donc, faire un réajustement de nos dépenses internes. On l'a fait.
Parce qu'en vérité, si on a des situations d'exception, bien sûr, certaines dépenses deviennent moins prioritaires. Donc, on a priorisé davantage les dépenses et on a donc il a extrait certaines qui étaient les moins prioritaires. Elles sont toutes prioritaires, mais il y a moins prioritaires et prioritaires. Deuxième élément, effort de mobilisation des recettes. Donc, augmenter la mobilisation des performances des services de la Direction générale des impôts et des domaines et les services de la Direction générale des douanes. Troisième élément, naturellement, donc, le déficit. Le déficit, donc, cher ami, effectivement, c'est par rapport au PIB, effectivement. Donc, vous avez sans doute raison, vous êtes bon calculateur. Effectivement, donc, comme je l'ai rappelé, ce creusement du déficit nous a donné ce montant particulièrement important donc, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour nous permettre, effectivement, donc, de pouvoir répondre à ce besoin. Tout ça, comme je dis, en vérité, c'est une autorisation simplement de pouvoir lever des fonds, mais c'est encore des fonds de trésorerie. Ce ne sont pas des fonds qui vont totalement influer, disons quand même, sur notre niveau de la viabilité de notre dette. Fondamentalement, c'est une dette qui va l'impacter, mais à ce niveau, nous sommes encore, je vous rassure, au niveau en tout cas inférieur à la norme qui était arrêtée par l'IMO à l'époque de 70%. Nous sommes en deçà de ça, on est à 68 avec la LFI, 68%. Donc, disons, de taux d'endettement par rapport donc, à notre PIB. C'est vrai que les critères de convergence sont suspendus, c'est vrai, mais dans tous les cas, nous continuons en tout cas à travailler en toute responsabilité pour ne pas connaître des difficultés une fois donc le cours économique mondial aura repris. Par rapport aux salaires, ils sont encore tenables, je l'ai rappelé, c'est 120 milliards donc, nouveaux par année, oui, mais c'est 120 milliards encore inférieurs à la norme, disons, UEMOA acceptée dans le cadre de notre critère de convergence qui était de 35%. Pour le moment, on est à 34-80% avec cette augmentation. Et j'espère bien qu'on s'en limitera là, sinon aussi, on fera toujours référence donc, aux efforts qu'on devrait faire au niveau donc, de la situation, disons, du pays. Subvention, oui. L'embargo sur le Mali, vous avez raison. Nous sommes effectivement, le Mali, c'est notre premier partenaire commercial. Naturellement, si ces pays connaissent un embargo, c'est clair que les conséquences au niveau de notre économie se feront ressentir. Mais ça, c'est au niveau global de l'économie qui n'a pas de relation avec le niveau de mobilisation de nos recettes, en tout cas au niveau du cordon douanier. Au niveau intérieur, oui, parce que ce sont nos entreprises, notamment dans le cadre du ciment, des fertilisants, c'est à ce niveau surtout que nous avions quand même des exportations importantes, des hydrocarbures. Le port de Dakar, c'était de l'importation, bien sûr, mais pour lesquels les produits n'étaient pas dédouanés au Sénégal parce qu'ils étaient simplement en transit ici. Donc, il n'y a pas de perte de recette à ce niveau. Mais c'est plutôt au niveau de la performance de nos industries intérieures par rapport donc, à ce qu'elles vendaient au niveau du Mali, où nous avons senti le contrôle. Naturellement aussi, les produits agricoles, comme, disons quand même, aussi les animaux de façon générale, nous les importions du Mali. C'est clair qu'il y a une difficulté à ce niveau, mais je vous rassure, pour la capacité, en tout cas, toutes les dispositions sont prises pour effectivement qu'il n'y ait pas de difficulté, disons, de disponibilité du mouton. Voilà, maintenant, cet embargo, effectivement, pour ce que ça coûte, c'est clair, parce que pour les recettes, comme je l'ai dit, donc, elles continuent d'être particulièrement bien mobilisées au cordon douanier. J'ai bon espoir à entendre chez le président de la République Macky Sall hier, peut-être au mois de juillet, ils apprécieront ce qui est en train d'être fait au niveau du Mali. Et peut-être nous souhaitons tous, en tout cas, que cette crise se termine pour que cette relation commerciale exceptionnelle donc, puisse continuer. Voilà, donc, monsieur le ministre, peut-être que je vais directement au Europe. Voilà, on continue. Voilà, donc c'est un constat que j'avais comme élément.